Bonjour à vous. L'atmosphère au Maroc paraît tendue ces derniers jours, alors que tout le monde parle d'un nouveau mouvement de jeunesse appelé Gen Z 212. Des rapports évoquent des manifestations et des affrontements dans différentes régions, et il semble que nous soyons face à un nouveau chapitre qui s'écrit dans la mobilisation de la jeunesse marocaine. Les informations disponibles tentent de mettre en lumière ce qui se passe réellement, qui sont ces jeunes, quelles sont leurs revendications et comment réagissent les différentes parties. Nous allons ici analyser les données avec la plus grande transparence pour mieux comprendre les dimensions de la situation. Les protestations durent depuis plusieurs jours dans diverses zones et des affrontements ont été signalés entre manifestants et forces de l'ordre. Le groupe à l'origine du mouvement est Gen Z 212, un nom révélateur qui associe la génération Z, celle du numérique, au chiffre 212, symbole du Maroc. Fait surprenant, les premiers appels à la mobilisation ne sont pas venus des canaux traditionnels, mais de plateformes comme Discord et TikTok, des espaces numériques purement jeunes. Ce démarrage digital n'est pas un simple détail, il reflète l'identité même du mouvement. Une génération née dans le monde numérique qui manie ses outils avec aisance, Discord pour la coordination, TikTok pour la diffusion rapide, des méthodes inédites et très différentes de celles du passé. Quant aux motivations qui ont poussé ces jeunes à descendre dans la rue, elles sont complexes. Il y a une frustration générale liée à la corruption et aux conditions de vie, et peut-être que la récente hausse des prix du carburant a servi d'élément déclencheur. Mais il ne s'agit pas nécessairement de la revendication principale. Le problème est bien plus profond. Comme toujours dans ce genre de situation, des récits contradictoires circulent. L'exemple le plus marquant concerne l'incident de la voiture qui a suscité une large polémique. La première version, diffusée massivement sur les réseaux sociaux et appuyée par des vidéos, affirmait qu'un véhicule de police avait volontairement percuté un manifestant, ce qui a attisé la colère. En revanche, la version officielle dément totalement cela, expliquant qu'il s'agissait d'un accident. La voiture aurait reculé par inadvertance et heurté un jeune qui a seulement subi une fracture à la jambe. Entre ces deux récits, la vérité reste floue en attendant une enquête indépendante et transparente. Sur le plan des revendications, elles sont claires et touchent aux droits fondamentaux. La priorité est donnée à un système de santé gratuit et de qualité. Les jeunes établissent une comparaison frappante entre le manque d'investissement dans la santé et les sommes énormes dépensées pour d'autres projets, comme les préparatifs de la Coupe du Monde. Une comparaison qui, à leurs yeux, en dit long sur l'ordre des priorités. La deuxième revendication concerne l'éducation et l'emploi. La jeunesse exige un meilleur système éducatif et, surtout, des réformes réelles dans le domaine du recrutement. Le chômage des jeunes atteint des niveaux très inquiétants, ce qui nourrit un sentiment d'absence d'avenir professionnel. La troisième priorité est la lutte contre la corruption. Des accusations visent certains responsables et personnalités qui auraient accumulé des fortunes de manière illégitime en exploitant leurs fonctions. Cela nourrit un sentiment profond d'injustice et d'inégalité. Cependant, la manière dont ces revendications sont traitées sur le terrain suscite de vives inquiétudes. Les vidéos et témoignages montrent un recours à la force par la police, usage de matraques, de gaz lacrymogènes, poursuites dans les rues, ainsi que de nombreuses arrestations. Les chiffres préliminaires évoquent plus de 70 détenus au cours des premiers jours, dont une trentaine auraient ensuite été libérés. Plus grave encore, des rapports font état d'agressions contre des femmes et des jeunes filles ayant participé aux manifestations. Pendant que le discours sécuritaire apparaissait ferme, la coalition gouvernementale a publié un communiqué officiel appelant au dialogue et affirmant l'importance d'écouter la voix des jeunes. Mais ce langage politique semblait en contradiction avec ce qui se déroulait sur le terrain, ce qui a affaibli la crédibilité de ces appels officiels. Ce qui retient l'attention, c'est que loin de décourager les manifestants, la répression a renforcé leur détermination. Chaque image d'un manifestant blessé est devenue un nouvel appel à la mobilisation, circulant à grande vitesse sur les réseaux numériques. Ainsi, les méthodes de contrôle traditionnelles ne paraissent plus efficaces et elles risquent même de produire l'effet inverse. Cette réalité place le Maroc devant un véritable carrefour. Persister dans la logique répressive comporte des risques majeurs pour la stabilité, alors que l'ouverture d'un dialogue sincère avec les jeunes pourrait permettre de traiter les racines du problème. Ce dialogue doit être réel et constructif.
reconnaître la légitimité des revendications, les comprendre en profondeur, puis élaborer des mesures concrètes pour répondre au chômage, aux services publics, à la corruption et au sentiment de marginalisation. Gérer ce mouvement ne se limite pas à apaiser une situation ponctuelle, mais suppose une adaptation plus large. Comment une autorité traditionnelle peut-elle interagir avec une génération capable de s'organiser, de communiquer et de défier les récits officiels grâce à ces outils numériques puissants? Cette question se pose non seulement au Maroc, mais partout dans le monde. Comment les institutions doivent-elles repenser leur manière de communiquer et de gouverner à l'ère digitale? Et comment bâtir des ponts de confiance et de compréhension avec une jeunesse habituée à s'exprimer et à exiger une place dans la décision collective? C'est le défi essentiel que nous impose l'ère numérique et qui déterminera la stabilité et le développement de nos sociétés dans l'avenir. Partagez avec nous vos avis dans les commentaires. Merci à vous.